Politiquement, les États-Unis sont le soutien qui arme Israël, permettant à Israël et se rendant complice avec Israël dans la perpétration de ce massacre à Gaza et essentiellement dans cette opération de nettoyage ethnique à Gaza. Ma recommandation très spécifique est que les États-Unis devraient dire à Israël « Regardez, nous ne sommes pas d'accord avec vous et nous ne vous armerons pas à cette fin. » Parce que si les États-Unis arrêtent leur soutien militaire à Israël, Israël ne pourra pas continuer ses actions, même pas un jour de plus. Pendant le Nouvel An, mon ami et collègue en Autriche, Fritz Edlinger, a enregistré une interview avec Jeffrey Sachs. Ils ont discuté du terrible conflit entre Israël et la Palestine et ont exploré des moyens d'aller de l'avant. Comme toujours, le professeur Sachs a été direct dans son discours. Il a parlé des responsabilités et a tracé des pistes potentielles à suivre. S'il vous plaît, appréciez. Please enjoy. Merci. Veuillez résumer vos principales propositions pour faire face à ce conflit prolongé. D'ailleurs, c'est le conflit le plus long de l'histoire récente, ayant commencé juste après la Seconde Guerre mondiale, et il reste non résolu. Le monde écoute et regarde, mais n'a rien fait. Alors, quelles sont vos propositions? Ce conflit a essentiellement commencé il y a 100 ans, après la Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne, dans sa manière typique, a promis la terre à plusieurs groupes différents, y compris un foyer national juif et un État arabe, et a également promis un mandat aux Français. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman, la question a été de savoir que faire avec la terre entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée. En 1947 et 1948, l'ONU nouvellement formée a proposé une partition entre un État juif et un État palestinien. Israël a accepté cette proposition, mais le côté palestinien et arabe l'a rejetée, la jugeant injuste. Lorsque Israël a déclaré unilatéralement son indépendance, une guerre a éclaté. Israël a gagné cette guerre et a établi l'État d'Israël, mais aucun État palestinien n'a été établi. Puis, lors de la guerre de juin 1967, Israël a pris le contrôle militaire sur les territoires palestiniens, y compris Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza. Depuis 1967, Israël maintient le contrôle militaire sur ces zones qui constitueraient la Palestine. Pendant près de 57 ans, le droit international, tel que reflété dans les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU, a appelé à ce que deux États vivent en paix côte à côte. C'est une position avec laquelle je suis certainement d'accord. Le droit international stipule également que les frontières devraient être basées sur les lignes telles qu'elles étaient le 4 juin 1967, ce qui est une autre proposition que je soutiens. Cependant, à partir du début des années 70, Israël a commencé à s'installer dans ces zones conquises. Elle a revendiqué Jérusalem-Est comme sienne, l'annexant de facto, et a déclaré qu'une Jérusalem unifiée est permanente. Elle a également permis à des centaines de milliers de colons de s'installer en Cisjordanie occupée et certains à Gaza, bien que la situation à Gaza soit plus complexe. En substance, Israël s'est installé dans les territoires occupés avec l'intention de rendre impossible une solution à deux États, sauf pour une que Israël contrôlerait ou dominerait. Cependant, à partir des années 1970, ces colons ont développé leur propre agenda. Beaucoup d'entre eux sont des zélotes religieux qui croient que Dieu leur a accordé toute cette terre et qu'ils ont le droit de dominer de manière permanente le peuple palestinien. Cette vision est une que la plupart du monde, en particulier le monde laïque, n'accepte pas. Mais elle est devenue une partie significative du problème, car avec le temps, ce mouvement religieux zélé, ainsi qu'un mouvement nationaliste extrême qui revendique toute la terre pour les Juifs,
est devenue une force dominante dans la politique israélienne. La situation actuelle à Gaza n'est pas seulement une guerre contre le Hamas pour limiter sa menace, qui est en réalité bien moindre que ce qu'Israël prétend, mais c'est aussi une guerre contre le peuple palestinien et le concept d'un État palestinien indépendant. Le gouvernement en Israël, soutenu par une grande partie de sa population, rejette maintenant l'idée de deux États, insistant à la place sur un seul État sous contrôle israélien. Le reste du monde n'est pas d'accord avec cela, et il ne devrait pas l'être. Nous avons besoin de deux États vivant côte à côte, conformément au droit international. Mon point de vue est que le zèle religieux basé sur un texte du VIe siècle avant Genskhet ne devrait pas dicter la politique. Ce que la communauté internationale a reconnu depuis plus d'un demi-siècle comme la bonne solution, ce sont deux États vivant côte à côte. Je préconise que le Conseil de sécurité de l'ONU impose cette solution. Il devrait voter aujourd'hui, en ce qui me concerne, pour un État palestinien indépendant et souverain basé sur les frontières du 4 juin 1967. Avançons avec cela. Il y a deux obstacles. L'un est Israël et sa politique. L'autre sont les États-Unis. Israël a un soutien dans cette situation, qui est les États-Unis. C'est compliqué parce que le système politique américain et le soutien public sont en faveur d'un Israël sûr et sécurisé, pas de l'idée d'un grand Israël. Les États-Unis ont toujours soutenu la solution à deux États. Cependant, politiquement, les États-Unis sont le bailleur de fonds qui arme Israël, lui permettant et étant complice avec Israël dans ce que certains considèrent comme un massacre à Gaza et une opération de nettoyage ethnique. Ma recommandation spécifique est que les États-Unis devraient dire à Israël qu'ils ne sont pas d'accord avec ces actions et ne l'armeront pas à cette fin. Si les États-Unis arrêtent le soutien militaire à Israël, Israël ne pourra pas continuer ses actions, ne serait-ce qu'un jour de plus. Il y a un moyen d'arrêter cette guerre de manière très pratique. Il y a une issue politique, et c'est ce que nous devrions poursuivre. Vous avez mentionné, je crois, que la grande majorité des États membres de l'ONU partagent et soutiennent ce point de vue. Le problème, c'est que le véritable pouvoir au sein du système de l'ONU réside dans le Conseil de sécurité. Tant que le Conseil de sécurité compte un, parfois deux membres, s'opposant, le progrès est difficile. Dans le cas de la Grande-Bretagne, c'est particulièrement problématique, car ils étaient la puissance coloniale à l'origine du problème. Mais comment avancer? Soyons précis. Vous avez présenté un plan avec des étapes claires. Point 1, 2, 3, 4, 5. Je suppose que beaucoup de gens le connaissent, mais pourriez-vous nous donner un bref aperçu des points principaux de votre plan? Il commence par accorder à la Palestine une adhésion complète à l'ONU, ce qui est un pas significatif au-delà de leur statut actuel d'observateur. Pourriez-vous résumer vos propositions? Mon idée de base est que nous n'avons pas besoin de plus de processus. Nous n'avons pas besoin de 10 années supplémentaires de négociations ou d'un autre processus d'Oslo. Il n'y a rien de plus à dire sur cette question que ce qui a été dit au cours des 50 dernières années. Nous devons comprendre que les deux parties ne peuvent pas résoudre cela par elles-mêmes. Chacune est enfermée dans son propre extrémisme, et il n'y a absolument aucune confiance entre les deux côtés. Dans ce cas, la communauté internationale est essentiellement unie sur cette question, à une exception cruciale près. Les États-Unis ont bloqué cette approche pendant des décennies, même s'ils prétendent y être favorables. Même le président Biden a déclaré il y a quelques semaines que nous soutenons la solution à deux États. Cependant, le système politique des États-Unis a essentiellement donné carte blanche à Israël pendant des décennies. Il murmure un soutien à la solution à deux États, mais ne l'applique pas. Les politiciens américains ont longtemps cru que le soutien à Israël est vital pour leur santé politique, parce qu'ils pensent que c'est de là que viennent les contributions significatives aux campagnes.
Cette croyance s'aligne avec les intérêts du complexe militaro-industriel, qui est politiquement assez puissant. Il croit aussi que c'est là que se trouve l'opinion publique. Aux États-Unis, l'opinion publique s'est retournée contre Israël parce que les Américains ne veulent pas être complices de ce qu'ils considèrent comme un massacre. Ils ne soutiennent pas le concept d'un grand Israël qui implique la dominance israélienne sur la Palestine. Au lieu de cela, ils favorisent une solution à deux États. Cela a été constamment démontré dans les sondages d'opinion depuis des décennies, et cela vaut pour les Juifs américains, pas seulement pour le grand public américain. La position du Conseil de sécurité est largement en accord, avec 13 pays soutenant la position que j'ai décrite, un pays, les États-Unis s'y opposant, et le Royaume-Uni s'alignant typiquement avec les États-Unis. C'est décevant. Premièrement, le Royaume-Uni devrait mûrir politiquement. Deuxièmement, ils doivent reconnaître qu'ils ne sont plus un empire mondial. Troisièmement, ils devraient accepter une part de responsabilité pour les problèmes qu'ils ont laissés derrière eux. Cependant, c'est une question secondaire. Le point principal est la position des États-Unis, et je veux dire aux responsables américains qu'ils sont isolés en soutenant une politique en laquelle ils ne croient pas vraiment. Ils doivent être plus innovants dans leur approche. Malheureusement, le président Biden manque de la créativité, de l'énergie et de la perspicacité nécessaires. Son équipe de politique étrangère n'est pas solide, donc il est incertain qu'il y aura un changement. Mais tant la politique intérieure qu'internationale évolue dans la même direction. Maintenant, que signifierait-ce? À mon avis, cela ne commencerait pas par un nouveau processus politique, mais par le résultat. Deux États, les frontières de 1967. Mettons cela en œuvre. La deuxième étape serait évidemment un accord régional. Les États arabes mettraient fin à leur état de belligérance ou d'hostilité envers Israël, normaliseraient les relations et cesseraient de soutenir le Hamas ou d'autres groupes de milices anti-israéliens. Ils cesseraient de financer, d'honorer et d'apporter un soutien politique à ces groupes. Cela peut arriver. Pourquoi dis-je que cela peut arriver? Parce que les pays arabes et islamiques l'ont dit à maintes reprises. Ils l'ont réaffirmé récemment à Riyad lors d'une réunion d'urgence après l'incident du 7 octobre et l'invasion israélienne subséquente de Gaza. Ainsi, la deuxième étape est l'étape politique diplomatique, qui inclut l'Iran. Ce ne sont pas seulement les États arabes, mais aussi l'Iran, un soutien du Hezbollah et du Hamas. Cela aussi est possible. Cependant, nous devons également mettre fin à l'hostilité envers l'Iran, qui faisait partie de l'accord JCPOA signé il y a plusieurs années, un accord que les États-Unis ont par la suite rompu, en partie à cause de la pression israélienne. C'était un cas où Israël poussait les États-Unis à rompre un accord avec l'Iran, et l'Europe, comme d'habitude, était pitoyable dans sa réponse. And Europe, as usual, was pitiful. It just stood by and mumbled because European leaders. L'Europe s'est contentée de marmonner parce que les dirigeants européens ont peur des États-Unis au lieu de leur dire la vérité. C'est une autre partie du problème. Mais en tout cas, la deuxième étape est la normalisation des relations diplomatiques basées sur la solution à deux États. La troisième étape consiste réellement à déployer des casques bleus. La meilleure proposition que j'ai entendue est que cette force de maintien de la paix, qui opérerait sous le mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, inclurait des Américains et des troupes de pays arabes. L'idée est de créer une zone tampon qui protégerait Israël contre des incursions comme celle qui a eu lieu le 7 octobre. Sur la base de cette solution politique, il s'agirait également de démobiliser progressivement l'aile armée du Hamas et de démontrer que le Hamas, qui est une force politique, militaire et culturelle, mettrait fin à ses activités militaires dans le cadre d'un règlement politique. Ce serait l'étape suivante. L'étape d'après consisterait à promouvoir la reprise économique et le développement après cette dévastation. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. C'est tragique, et cela mesure la stupidité humaine que dans un monde qui a tant besoin,
la première chose que nous faisons est de détruire. Puis nous devons dépenser d'énormes sommes simplement pour reconstruire ce que nous avons détruit en quelques jours ou semaines. Israël a effectivement rendu la vie à Gaza extrêmement difficile et nous devons affronter ce problème. Une autre réalité que nous devons considérer est la nécessité d'une solution et non d'une illusion. Nous ne devrions pas accepter le statu quo ou ce qu'Israël désire actuellement, qui est d'éviter de discuter de l'avenir. Les intentions d'Israël, qu'il laisse entendre tous les quelques jours, impliquent de maintenir un contrôle total, et cela est totalement inacceptable. Nous ne devrions pas perdre de temps à discuter de la réétablissement de l'autorité nationale palestinienne, car ces discussions sont insubstantielles. Au lieu de cela, nous devons clairement définir la solution. 2 États, conformément au droit international, vivant côte à côte, avec des forces de maintien de la paix et des mesures pour désarmer les menaces pour les 2 parties. C'est une série d'étapes pratiques qui peuvent être réalisées, et je crois que ce n'est pas impossible. Cependant, il y a des défis significatifs. Par exemple, des centaines de milliers d'Israéliens s'opposent farouchement à ce que je suggère. Beaucoup d'entre eux s'installent illégalement en Cisjordanie, poussés par un zèle religieux qu'ils croient dérivé du livre de Josué, remontant au VIe siècle avant Josué. Nous devons aborder ce problème, et le faire de manière humaine peut nécessiter une approche progressive sur plusieurs années, en évitant la violence et la brutalité. Ce sont des êtres humains qui, à mon avis, sont complètement égarés et agissent illégalement. Cependant, cela doit également être abordé. Je ne veux pas prétendre que j'ai une solution étape par étape à tout, mais le fait est que nous devons arrêter d'ignorer ce qui se passe. La réponse est connue depuis des décennies. Pourtant, Israël est devenu de plus en plus radical. C'est très triste. Sa politique est devenue plus messianique, ce qui est étrange pour le XXIe siècle, mais c'est arrivé. Nous devons regarder de manière directe et claire ce qui se passe et comprendre que ce n'est pas un débat normal sur la sécurité et ainsi de suite. Il s'agit de savoir s'il y aura la paix et 2 États ou si Israël tentera de dominer des millions de Palestiniens, de les réprimer brutalement, de les nettoyer ethniquement ou d'en tuer beaucoup. À mon esprit, la seule alternative possible, et celle sur laquelle le monde entier est d'accord, est d'accorder l'autodétermination politique à la Palestine. D'ailleurs, il y a eu un vote à ce sujet à l'Assemblée générale récemment, qui était assez intéressant. Chaque pays qui a voté oui, sauf 4. Les 4 étaient Israël, les États-Unis, la Micronésie, un pays de 113 000 personnes la dernière fois que j'ai vérifié, et Nauru, un pays de 12 000 personnes. Donc, essentiellement, le monde entier a dit « allez-y ». So basically, the whole world has said, get on with it.